c'est quoi qui n'est pas possible. Voilà des gens. Non, président, pourquoi vous avez choisi aujourd'hui? Non, début de la campagne législative. Je n'ai pas participé à la conférence de rédaction. À la conférence de rédaction, mais je l'ai dit ici chaque fois. Quand on a parlé de l'affaire Imra Ouais. contre David Monceau, vous savez, les gens pensent que la vie des Ivoiriens, là, matin, ils se réveillent politique, à midi, ils mangent politique, le soir, ils mangent... Non. Permettez aux Ivoiriens de déstresser. Oui, Fali pour pas à des gens qui mangent. Déstresser. Permettez ça. Et puis un journal, c'est aussi cela, c'est vendre du papier. Si Fali Poupa peut nous permettre de vendre du papier, on va mettre Fali Poupa. Mais je connais des méthodes qui permettent de vendre encore plus. Hein. Mais vas-y, il faut mettre Tidiane Thiam à la une du nouveau réveil, ça va combien de papiers? Laurent Gbagbo. Mettre Tidiane Thiam à la une. Gbagbo, tous les jours, ça fait vendre. C'est abusé. Tout le temps politique. C'est de l'information. Si tu ne sais pas, c'est de l'information. C'est complètement de l'information. Mais moi, ce que je déplore, c'est que le débat commence à la fin. Non, mais franchement, alors... Moi, je pense, président, je pense qu'il faut inviter Norbert à votre prochaine conférence de rédaction. Suivant. Un homme tente de donner la mort. Ça, en fait d'année, là, mon cher. Suivant. Ah, Zoomé, c'est ça. Le sport. Ah, ben voilà. Après les rapports. C'est pas l'intelligence. C'est pas l'intelligence. Non, mais faut dire. La 4e étoile, président, on y va, on prend la 4e étoile. Oui, parce qu'il il est addict à la politique. Tant mieux. Faut te soigner, l'addiction est une maladie. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en compagnie de nos chroniqueurs. Bonsoir, président Jean-Paul Leroux. Bonsoir, Khalil. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir, Khalil. Heureux de vous retrouver sur ce plateau, comme d'habitude. Il manque votre drapeau, là. C'est très réclamé. Hein. Prochainement, je viendrai avec mon drapeau, mais je ne sais pas où on va le positionner. Ça, c'est vrai, parce que bon, nous sommes très républicains ici. Bonsoir, Norbert. Bonsoir, Carly. Bonsoir, Ensa. Bonsoir, Carly. Bien sûr, on parlera aujourd'hui. Aujourd'hui, début de la campagne pour les élections législatives. Et à chaque fois sur ce plateau, quand on parlait de législatives, il y avait cette idée de financement, financement des partis politiques. Donc, on va s'arrêter un peu sur ce sujet. Et Ensa, avec vous, on va essayer de comprendre comment se présente le mode de financement des partis politiques en Côte d'Ivoire. Oui, c'est assez intéressant parce que, déjà, merci pour la Lucarne Fête, ça m'a permis de pouvoir en fait faire des recherches, et parce que je sais qu'avec la présence du président, si je dis tout et n'importe quoi, et si ce n'est pas sourcé, ça risque en fait... Mais c'est intéressant en tout cas, la loi sur le financement des partis politiques, j'ai déjà, on a déjà quelques connaissances avec la loi 2004. D'accord. La loi en 2004, précisément, c'était, je crois, en septembre 2004. Cette loi-là déjà permettait déjà de pouvoir avoir une lisibilité sur le financement des partis politiques. Mais bien avant, qu'est-ce qu'il en était? Et c'est ce qui est intéressant, parce que ça nous permet déjà de comprendre pas mal de choses. Cette loi, déjà, c'était sous le magistère de M. Laurent Gbagbo. C'était déjà permettre aux partis politiques de pouvoir avoir une bouffée d'air en quelque sorte. Mais elle a été renforcée par une ordonnance, c'est ce qui est intéressant, l'ordonnance en fait 2023, et cette ordonnance-là en fait va plus loin. Elle va dans un cadre en fait de contrôle. Ouais. Voilà, elle va dans un cadre de contrôle. Donc il y a deux phases. La première des choses déjà, c'est d'abord financer les partis politiques, permettre aux partis politiques déjà de pouvoir exister sur l'échiquier politique ivoirien. Et puis il est naturel, hein, comme il était indiqué, que les peuples, bien évidemment, c'est-à-dire que le peuple sont les militants, ils participent dans la vie politique, il est bien évident que si ces ménages-là contribuent aux bénéfices, à tout ce qui concerne la richesse et les recettes fiscales, il est normal aussi de redistribuer cela au sein des appareils politiques. Et à partir de cela, ma réflexion était poussée sur quelque chose qui, pour ma part, n'était pas vraiment clair. L'État contribue, mais qu'est-ce qu'il en est en fait au niveau du contrôle? Et c'est ce qui est intéressant. Parce que sur la loi numéro 2004, en 2004, il n'y avait pas en fait d'éléments clairs. On parlait seulement que des grandes lignes. Les grandes lignes, c'était quoi? C'était au niveau...
excusez-moi, j'ai perdu un peu. Voilà. C'était déjà au niveau, d'accord, oui, du suffrage, les 1/5 du suffrage, 1/5 du suffrage pour avoir déjà les conditions de financement de parti, 1/5 du suffrage, 1/5 déjà au niveau des personnes qui sont élues, que ce soit au niveau du Sénat, que ce soit au niveau des élections législatives. Et bien évidemment... 2004 et les Sénats... 2004, le Sénat n'existe pas encore. Le Sénat n'existait pas. Mais je veux dire, dans l'ensemble, en fait, parce que quand on parle des législatives, effectivement, il n'y avait pas de Sénat, il n'y avait que l'Assemblée nationale. De toute façon, il n'y avait même pas d'élection. D'accord? Il n'y avait pas d'élection. Mais le Sénat, je pense que c'est bien après même 2015. Ouais, c'est bien après 2015. La révolution constitutionnelle de 2016. Effectivement. Mais quand on parle du pouvoir législatif, on inclut naturellement l'Assemblée nationale et le Sénat à l'intérieur. Mais normalement, c'est 1/5, d'accord? 1/5 au niveau du suffrage exprimé, 1/5 au niveau du nombre de sénateurs ou de députés, d'accord? Et puis on a le 1/1000 qui s'exprime en fait sur les recettes fiscales. Donc on a une harmonisation qui est intéressante. Parce que vous faites référence en même temps avec l'ordonnance de 2023. Oui, j'inclus en fait, parce qu'effectivement, sur la loi numéro 2004, il n'y avait pas d'élection. En 2004, il n'y avait pas eu d'élection jusqu'en 2010. Il n'y avait pas d'élection législative. Donc on va dire... Pas de Sénat aussi. Il n'y avait pas de Sénat pour préciser les choses. Mais déjà... Au niveau de la loi des financements de partis, en 2004, il y avait une condition. La condition était d'avoir des élections. Parce que s'il n'y a pas d'élection, d'accord, il n'y a pas d'élection, on ne peut pas naturellement... Non, mais c'est sur quelle base, en 2004, les partis politiques sont financés en Côte d'Ivoire? Sur la base déjà de la représentation. Non, c'est intéressant ce qu'il dit, ce qu'il pose comme question. Sur la représentativité de ce que l'on a déjà au sein de l'Assemblée nationale. Parce qu'on a des groupes parlementaires, on a la présence d'accords de députés. Mais nous sommes dans une situation d'exception. De toute façon, même après 2011, il y a eu des élections législatives, mais il n'y avait pas de Sénat. Mais il fallait prendre en compte certains points, qui sont par exemple les 1/5 d'accord, au niveau du suffrage exprimé, aussi le 1/5 au niveau du nombre de représentants au sein de l'Assemblée nationale, le 1/5 aussi au niveau du groupe parlementaire. Mais ce qui est intéressant, quand j'ai inclus l'ordonnance de 2023, l'ordonnance de 2023 nous apporte un élément qui est important parce que c'est les 1/1000 d'accord sur les recettes fiscales. Ce n'est pas sur la constitution du budget, parce que les recettes fiscales, bien évidemment, font office de bénéfices. Pourquoi je parle de cela ? C'est-à-dire qu'au-delà de ce que l'on pense par rapport aux représentants qui sont désignés, les partis politiques, même étant d'opposition, malgré la constitution de ce qu'ils sont au sein du Parlement, doivent contribuer aussi, d'accord, à ce qu'on ait un profit ou un bénéfice en ce qui concerne les recettes fiscales. Parce que les partis d'opposition doivent proposer, d'accord, ils sont un contre-pouvoir, ils doivent proposer. Si les recettes fiscales sont intéressantes, c'est-à-dire si les recettes fiscales sont énormes, les partis aussi gagneront naturellement. Parce qu'on ne parle pas de 1/1000 du budget, on parle du 1/1000 des recettes fiscales. Parce que le budget, il est voté, le budget, il est désigné, le budget, il est discuté. Mais l'objectif même, en fait, en ce qui concerne le budget, même M. Ouattara l'a dit, c'est d'accroître au maximum, d'accord, les recettes fiscales. Parlons du point de vue tactique. Oui. Du point de vue... Allons-y, c'est intéressant. Technique sur le terrain. Oui. Aujourd'hui, on a 8 000 milliards, si je ne m'abuse, un peu plus de 8 000 milliards en termes de recettes fiscales dans le budget 2026, la loi budget 2026. Mais, il y a près de 8 000 milliards, presque 9 000 milliards de budget. La part qui reviendra au financement des partis politiques, si on prend les MBM, c'est 8 milliards. Exactement. Si mes calculs sont... Exactement. Donc 8 milliards doivent être redistribués dans l'année 2026 aux partis politiques. Sur certaines conditions. Lesquelles? 1/5, d'accord, c'est ce que j'étais en train de dire. 1/5 en ce qui concerne le suffrage exprimé, on va le voir dans les législatives, par rapport au nombre de parlementaires, que ce soit au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, au niveau de la constitution du groupe. En fait, il y a 3 critères. Le groupe parlementaire, le nombre d'élus législatifs, du moins députés et sénateurs, et bien évidemment aussi, il y a un critère sur les suffrages exprimés. Il y a 3 points en fait d'accord sur les 1/5. Maintenant, effectivement, les 8 milliards seront distribués par rapport au nombre de représentants de chaque parti. Naturellement, ça sera le RHDP. J'avais déjà fait même un décompte là-dessus sur l'année dernière. Le RHDP, je pense, si j'ai bonne mémoire, était approximativement à peu près à 2 milliards, un truc pour être approximatif, à 2 milliards. Le PDCI avoisinait aussi le milliard. Le PPACI et EDS, le groupe, tout groupe confondu, était, je crois, à 400 millions de francs CFA. Donc, en fait, il y a 3 critères, suffrage exprimé, nombre d'élus, c'est-à-dire sénateurs, députés et le groupe parlementaire aussi, d'accord, au niveau du groupe parlementaire. Parce qu'il faut savoir d'abord, pour constituer un groupe parlementaire, il y a un nombre de députés, je crois que c'est à peu près 17.
Et aussi, il y a des conditions qui sont... Est-ce que c'est pas Non, c'est pas 17, c'est Ouais, 8. 8. C'est 8 8 députés. 8 députés pour faire un groupe parlementaire en Côte Oui. d'Ivoire, 8 députés. Et il y a une condition aussi, quand on parle en fait du nombre de suffrages, en fait aux élections, il faut avoir 10%. Il faut avoir au minimum en fait 10%. Voilà, Voilà, au niveau, au niveau de l'une des conditions aussi pour en fait d'accord être financé. Donc il y a des conditions qui sont très importantes pour qu'on obtienne cela, mais il y a aussi l'opacité, c'est très intéressant. Parce que le renforcement, en fait, C'est 8 députés. à 8 députés, d'accord, merci pour la rectification. L'opacité, parce que, bien évidemment, avant, certains États pouvaient financer clandestinement des partis politiques. C'est pas moi qui l'ai dit. On en parlera tout à l'heure. Voilà, certains partis politiques, vous vous rappelez de la fameuse rencontre entre le président Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré, hein, qui l'a susurré lors de la rencontre. D'accord? Non, c'est vrai, c'est un fait. Oui, mais allez-y. Voilà. Donc certains États, je pense même que le PDCI-RDA aussi, a eu à financer aussi d'autres partis étrangers. Je vais parler par exemple du PDS au Sénégal. Toutes ces choses-là, je pense qu'ils ont renforcé avec l'ordonnance. Continue, parce que là, tu es bien parti. C'est intéressant. Les Ivoiriens s'intéressent. Non, Il y a d'autres En fait, pour le revenir- RDR, vas-y, allez. Non, mais il va terminer, vous poserez vos questions. Voilà, Allez-y. et des personnes aussi, parce que des personnes aussi ont eu à financer les partis politiques. Et je pense même que, je pense à M. Ahmed Bassam, qui était aussi l'un des financiers à l'époque du RDR. C'est pour ceux qui nous regardent, vous précisez qu'il y a deux mots de financement. Hein. Financement public que vous avez présenté tout à l'heure, et là vous êtes sur le financement privé. Oui, mais le financement privé, c'est ce qui est intéressant. L'ordonnance, en fait, d'accord, de 2023 interdit, proscrit, en fait, les financements privés. Mais ça continue. Hein. Mais il faut qu'on en parle. L'ordonnance, normalement, interdit. C'est ce qui est... L'ordonnance interdit. Et le vrai problème aujourd'hui... Non, mais ça continue sous quelle forme? Mais c'est ça, en fait. Parce que j'ai dit l'ordonnance de 2023. L'ordonnance de 2023 interdit cela. Oui, ça c'est clair. Parce qu'il est un rôle de contrôle. Et Je suis assez profane. Si je suis militant de base, je cotise, c'est du financement, c'est du privé, non? non. Non, c'est en tant que Non, militant. non, non, Quand non, on parle non. de militant, quand on parle de financement Vous avez un privé, statut, en fait, normalement, vous avez en fait normalement un statut, vous êtes dans un cadre associatif, c'est un parti politique, vous êtes militant. D'accord. Là, ça ne relève pas du privé, parce que vous êtes militant, vous êtes déclaré en tant que militant. Et puis, il ne faut pas oublier aussi un élément qui est très important, il y a aussi la présentation des comptes. Au niveau des partis politiques, ça fait partie de cette ordonnance aussi de 2023. Donc, pour finir... Des mesures de contrôle, ça fait des mesures de contrôle. Pour finir, nous avons, à partir de 2004, on voit une implication réelle de l'État dans le jeu et dans l'organisation des partis politiques, chose qui est normale, sous certaines conditions, mais l'ordonnance d'accord de 2023 vient renforcer. L'ordonnance de 2023 vient renforcer des éléments de contrôle qui sont très importants. En ce qui concerne l'opacité, qui sont les financiers qui pouvaient être les bailleurs, par exemple externes, financiers, privés ou même étatiques, dans certains partis politiques, l'État a décidé d'avoir une vision plus claire d'accord, sur le financement de ces partis. Pour quelles raisons ? On peut comprendre, hein, parce qu'il y a certains donateurs qui peuvent aussi être même dans du blanchiment, dans certains réseaux, qui peuvent aussi porter atteinte. Et puis, il y a ce que je déplore, c'est ce que vous étiez en train de dire, avec toutes ces mesures qui semblent intéressantes, on n'a aucune transparence. On n'a aucune transparence parce qu'on a certaines personnes qui sont plus ou moins fortunées, qui ne se cachent pas pendant les périodes électorales de contribuer même au financement de certains partis politiques. D'accord ? Que ce soit des PCA de structures publiques, on les a vus. Non, c'est un fait. Tout cela fait partie parce qu'un candidat désigné au sein d'un parti politique fait partie du parti politique. À partir du moment où on prend une loi qui est claire, qui demande à ce qu'il y ait plus de clarté, il y a plus de contrôle, il faut faire attention parce que cela va à l'encontre de ce qui a été dit. Donc je pense que la volonté, elle y est, le cadre de la loi y est, mais il faudra aller sur plus de rigueur, plus de transparence pour que cette loi des financements des partis soit l'affaire de tous. Merci pour la présentation. Vous êtes maintenant livré à la vindicte. Mais déjà, non, absolument pas. Déjà, je sens le sourire du président qui acquiesce totalement pour les explications. Qui s'élance d'abord. Ouais, j'aimerais revenir sur en plus, il est en tenue pastorale. Sur les différents mots de, comment on appelle ça, les différentes subventions. J'aimerais revenir sur les différentes subventions. Oh ben non. Non, c'est le vendredi. Le révérend. C'est le vendredi. Non, je sentais que j'allais passer au crochet. C'est méchant. Calmez-vous. Allez, respectez quand même mon président. En fait, j'aimerais revenir sur les différentes subventions. Je pense que Nsan en a parlé, mais en fait, pour aller plus dans le détail, en fait, on a 3 types de subventions. On a des subventions liées au suffrage, effectivement, au suffrage estimé lors des législatives ou des élections sénatoriales. Et puis, en fait, il faut atteindre normalement, effectivement, 10%, au moins 10% de comment on appelle ça, des suffrages exprimés. Mais en plus de cela,
En fait, ce budget-là, bon, cette subvention-là représente 2/5 comment on appelle ça, de la subvention globale du financement lié au parti. C'est-à-dire, par exemple, là, on a pris 8 millions, 8 milliards. 8 milliards, donc c'est 2/5 des 8 milliards qui seront divisés entre les différents partis qui auront atteint au moins les 10%. Et donc là, on voit aisément que si jamais, bon, là, il y a le PDCI aussi qui se lance, mais ça sera peut-être reparti entre le PDCI et le RGP au prorata des suffrages exprimés. Ça, c'est une première partie. Et on a une seconde partie liée maintenant aux élus présents à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire aux élus, par exemple, des différents groupes politiques ou partis politiques. Donc, en fonction de ces différents élus-là, on a un, comment on appelle ça, un partage qui est fait. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que, par exemple, les élus, ou bien les élus comme les Assalé Tumoko, qui sont des élus indépendants, est-ce que ces derniers-là bénéficieront aussi de ce financement-là? Parce que ce sont aussi des, je pense qu'ils font partie aussi de, je veux dire, ils font partie de l'Assemblée nationale. Parce que là, il n'y a pas de, on parle de groupement politique ou parti politique. Est-ce que, à partir de quel moment on parle de groupement politique? Alors, c'est intéressant, parce que, en fait, normalement, le suffrage exprimé, en fait, d'accord, le suffrage exprimé, c'est 2/5. Oui, 2/5. Voilà, 2/5. Siège parlementaire, 2/5. Voilà. Groupe parlementaire, 1/5. Effectivement. Alors, c'est intéressant. Est-ce que M. Assalé, en tant qu'indépendant, fait-il partie d'un groupe parlementaire? C'est la question. Non. Il fait partie d'un groupe parlementaire. S'il fait partie d'un groupe parlementaire, il bénéficiera des 1/5. Effectivement. D'accord? Mais en ce qui concerne les sièges parlementaires, voilà. les sièges parlementaires, s'il est en indépendant, il est seul, non? Mais on parle de, il y a aussi le financement des partis politiques. Les 2/5. Mais c'est ça, mais est-ce qu'il est indépendant? Non, je viens. Lui-même, il est grillé de tout. Mais il est indépendant. Maintenant, si ADCI aujourd'hui, allons-y, mettons les pieds dans le plat. Non, je viens. Oui. Les 2/5, les deuxièmes 2/5 qui sont repartis entre les groupements politiques et puis les groupements politiques ou partis politiques. Moi, en fait, qu'est-ce qu'on entend par groupement politique ou parti politique? Moi, trois conditions. Donc, suffrage obtenu. Voilà, le suffrage obtenu. Siège parlementaire. Voilà. Et la représentation des groupes. Voilà, le dernier, ce sont les 1/5 qui restent, ce sont les groupes parlementaires. Oui. Mais on a une deuxième confusion. Voilà, pour moi, un groupe parlementaire, groupement de partis politiques. Non, le groupe parlementaire, en fait, excusez-moi, peut-être le président veut rebondir. En fait, dans les groupes parlementaires, d'accord, il peut y avoir une association de plusieurs partis politiques. Un groupe parlementaire, c'est au moins 8 députés. Oui, dans un groupe parlementaire, par exemple, qui font le groupe. Oui, effectivement, Voilà. regarde, vous avez par exemple, même en France, vous avez par exemple divers gauche, radical gauche, PS, ils se mettent ensemble, c'est un groupe parlementaire. Le PS a parenté ça, ouais, je comprends. Mais oui, c'est un groupe parlementaire, mais ce ne sont pas les mêmes entités. Un groupe parlementaire comprend au moins 8 députés, on est bien Ça, d'accord. c'est clair. Maintenant, le groupement politique, là, c'est quoi? En fait, quelle est la différence entre le groupe parlementaire et le groupement politique? Non, un groupement politique, ça peut, par exemple, une association, d'accord, ça peut être... Un groupement politique, d'accord, ça peut être une association de personnes, d'individus. Moi, monsieur le Président, monsieur Norbert, Carlyle et autres, nous formons un groupement politique. Mais au sein de l'Assemblée, c'est un groupement parlementaire. C'est-à-dire, en fait, là, un groupement politique... C'est pareil. Mais pour moi, il n'y a pas de différence. Bon, rapidement, Président. Il n'y a pas de différence. Pourtant, les trois différentes subventions, on a la première subvention qui est liée au suffrage, la deuxième subvention est liée au groupement politique ou parti politique. Oui. Et la dernière, maintenant, c'est au groupement parlementaire. Oui. Donc, pour moi, lorsqu'on parle de... Il y a une dernière partie qui est liée, qui est attribuée au groupement parlementaire. Pour moi, c'est qu'il y a une différence entre groupement parlementaire et groupement politique. Oui, mais au sein du groupement, excuse-moi, le groupement parlementaire, c'est au sein de l'hémicycle. Le groupement politique, une association de plusieurs indépendants peuvent créer un groupement politique. D'accord. Voilà. Maintenant, et une seule personne ne peut pas... Non. C'est dommage, mais bon. C'est une loi de financement de parti qui va sur des critères. Je voudrais lancer Mais c'est un petit intéressant. appel à la bande à Carly, là. Oui. Parce que ça fait maintenant un bon quart d'heure qu'on est en train de nous expliquer par le menu le règlement, la réglementation, la loi, les détails. Mais on n'a pas encore dit, ce que j'ai déjà dit en début de semaine, que l'État ne paye pas
On arrive. C'est de planter le décor. Il serait peut-être temps de faire comprendre que la démocratie en Côte d'Ivoire roule sur la jante. Franchement, l'État qui ne respecte pas la loi, les subventions d'État qui ne sont pas versées, ça c'est la réalité. Puis-je rappeler un petit peu la réalité? Oui, mais je pense que monsieur le président Jean-Paul Mais Jean-Yves aussi a parlé tout à l'heure d'organes de contrôle, je vais y arriver, pardon. Les partis politiques aussi ne rendent pas compte, justement, ce qu'ils reçoivent. On peut aussi regarder sur ce sujet. Si vous voulez, moi je vais décrocher mon micro. Je vais y aller. Allez-y, mon président. Mais c'est vous qui parlez d'argent sur ce plateau. Le président veut parler, c'est tout en fait. Comme depuis veut parler et puis... Comme vous êtes en mode pasteur, dis donc. J'ai rien dit. Non, mais je pense qu'il aurait un discours plus conscient. En réalité, moi j'espérais pouvoir être éclairé par ces deux jeunes gens qui ont l'habitude des chiffres et qui sont à l'aise. On va vous éclairer, Moi, attendez, écoutons. Vous savez, moi, j'ai décroché d'avec les chiffres quand les lettres s'y sont mêlées. À partir des identités remarquables. À partir des histoires d'identité remarquables. Quand X est rentré dans l'affaire des mathématiques, là, moi, c'est quitté dedans. Donc, du coup, il y a des choses que je ne comprends pas. Et appelle-moi, je t'expliquerai. Ces deux jeunes gens, aux esprits encore frais, sont encore en train de m'embrouiller dans cette affaire de financement des partis politiques. Je vous assure, au bout de 15 minutes, je n'ai franchement rien compris. Posez vos questions, nous sommes là. Groupe parlementaire, groupement politique, franchement, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Un cinquième de 2% de tout. J'ai dit rien compris. Mais la réalité est celle-ci. Vraiment, est-ce que l'argent des Ivoiriens, c'est-à-dire leurs impôts là, est-ce que leurs députés, c'est-à-dire leurs représentants à l'Assemblée nationale, c'est ce que j'ai dit, hein, toujours je le dis ici, j'ai dit le député là, c'est pas l'envoyé des partis politiques à l'Assemblée nationale, c'est le délégué, c'est l'envoyé du peuple. Voilà pourquoi il est tout à fait normal et naturel que l'argent des citoyens ivoiriens, surtout la partie recette fiscale, une partie leur soit concédée pour qu'ils travaillent efficacement pour le bien-être des Ivoiriens. Visiblement, aujourd'hui, on entend sa télé à contrôler l'argent que les députés reçoivent ou qu'ils devraient recevoir. Mais est-ce que les règles même de distribution de l'argent public là, est-ce que c'est clair? Parce que là, tellement ce n'est pas clair, vous n'arrivez pas à nous président, expliquer. Pas que c'est pas clair. Moi, je pense que les conditions sont très bien précisées. Là, peut-être qu'il y a un problème. Parce que, je vais finir. Oui. Le député qui a élu avec 2500 voix des Ivoiriens, est-ce qu'il pèse, ce qui est sûr à l'Assemblée nationale, ils sont tous d'égale dignité, mais est-ce qu'il pèse de la même façon qu'un autre député qui a élu avec 250 000 voix? Pour ma part, je dirais non. C'est-à-dire, je ne prends pas en termes de groupe parlementaire, hein, je ne parle pas en termes de groupe politique, mais je présume que si toi, tu es élu dans ta circonscription avec 2500 voix, et Jean-Yves, élu dans sa circonscription avec 250 000 voix, lui devait ramener beaucoup plus d'argent à son groupement parlementaire ou à son parti politique que toi. Même si vos votes sont d'égale dignité, mais en termes d'argent que vous devez ramener, ça, lui qui a 250 000 voix, toi qui as 2500 voix, il doit peser 10 fois plus que toi en termes de ramener. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Là, pour l'instant, vous ne m'avez pas bien expliqué. C'est une très belle question. Ma dernière question est celle-ci. Oui. Et c'est celle que reprend très souvent Norbert Navarro. Et pour moi, c'est celle qui me glace très souvent le sang. Est-ce que les partis politiques en Côte d'Ivoire, là, dans la législature précédente, là, est-ce que le 2025, là, ils ont eu leur argent? Vous avez fait les recherches là, est-ce qu'ils ont eu leur argent? Ok. Moi, je vais rebondir sur quelque chose qui est très intéressant. La première des choses, et vous avez donné, vous ici, vous avez donné l'exemple en fait sur le budget 2026. On est parti sur une base de recettes fiscales à hauteur de 8 000 milliards. Je pense que c'était 8 000 milliards en termes de recettes fiscales. Vous-même, vous avez en fait, vous avez conclu en fait déjà 8 000 milliards parce qu'on part sur la base de 1 millième, d'accord, des recettes fiscales du budget. Vous avez dit 8 milliards. On part à partir de la base de ces 8 milliards. Il y a 3 conditions qui font que, d'abord, les partis politiques qui auront, d'accord, des suffrages exprimés, on a parlé du 2/5,
on a parlé aussi de sièges parlementaires 2/5 et de groupes parlementaires au sein de l'Assemblée 1/5. Ces 3 conditions-là, d'accord, doivent être remplies pour pouvoir jouir de ces 8 milliards, d'accord, des 1 millième, des 8 000 milliards dans le budget. Là, jusque-là, on est clair. Attends, ces 3 conditions doivent être remplies de façon globale ou bien il faut répondre à un de ces 3 critères. La subvention est répartie selon 3 principaux critères. Voilà. Donc c'est cumulatif. Voilà, c'est 3 principaux. Ah oui, c'est cumulatif. Il y a 3 subventions. C'est pas ce que j'ai vu. C'est 3 principaux critères. En fait, c'est 3 principaux. Ça, il faut remplir ces 3 critères-là pour recevoir l'argent ou bien il faut remplir un des 3 critères. Il y a 3 critères parce que cet argent-là n'est pas destiné, d'accord, n'est pas destiné. C'est l'argent a pour but d'abord de financer les partis politiques. Oui. Ah, d'accord. Attention, article 4. Dans l'article 4, ils ont dit quoi? Article 4, on dit que ce financement se répartit comme suit. Une subvention affectée aux partis et groupements politiques. Oui. Une subvention affectée aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de sièges détenus à l'Assemblée nationale. Voilà. Une subvention affectée aux groupes parlementaires proportionnellement au nombre de députés et de sénateurs inscrits. D'accord, mais quand on regarde les 3 éléments, les 3 éléments sont normal. Non, attendez. On va clarifier. C'est ce que je disais, je viens. On dit un peu la même chose. Il y a 3 conditions pour recevoir le financement des partis politiques. Et il y a 3 subventions. Voilà. En fait, il n'y a pas 3 conditions, mais voilà, pour chaque condition, il y a une subvention qui est repartie. Voilà, donc c'est 3 subventions. Donc on va sur la base de 8 milliards qui est reparti en fait d'accord sur 3 types de subventions. Voilà. Mais là, on n'a pas le détail aussi des 3 types de subventions. En 2/5, c'est vrai. Ok, d'accord. Donc il y a 3 subventions, c'est-à-dire les 8 milliards sont repartis sur 3 types de subventions, 2/5 et 1/5. Voilà. Donc à partir de là, déjà, on a déjà une clarté sur cela. Mais quand on regarde les éléments correspondent bien évidemment à ce que nous avons sur le terrain politique. Ouais. Parce que le RHDP est un mastodonte politique, où je suis d'accord avec le président Jean-Paul Leroux quand il parle, et là on revient sur un problème qui est la carte électorale. Parce que quand on parle du poids de l'élu par rapport à sa circonscription où il y a un nombre d'habitants, d'accord, celui qui a 250 000 habitants, d'accord, dans son agglomération, comparé à quelqu'un qui a 500 habitants dans son agglomération, bien évidemment, il y a une enveloppe qui doit être prise, qui doit être quand même considérable par rapport à celui de 500, parce qu'il y a certaines réalités. C'est ce qui se fait au niveau des suffrages, au niveau des 10%, au moins il faut avoir 10% du suffrage total. Exactement. Donc, si par exemple, moi j'ai eu 250 000 dans ma circonscription et que toi tu as eu 2500, moi je vais plus peser dans cette partie de gens de la circonscription. Voilà, qui fait qui est au prorata du suffrage. Du nombre d'habitants, voilà. Et même par contre, il ne faut pas oublier... Non, des suffrages, pas d'habitants, voilà, des suffrages exprimés. Oui, les suffrages exprimés par rapport à ceux qui sont dans la localité, mais... On revient encore, parce que ça va relever encore aussi le problème de la réalité de la carte électorale, parce que c'est ce qu'aujourd'hui les partis politiques reprochent. Parce que dans certaines zones, on dégage une partie de ce budget-là pour. Mais je veux venir sur quelque chose qui est très important. Il faut la normer après. Oui. Je veux venir sur quelque chose qui est très important, Président. Parce que vous avez relevé un point. Et le point, c'est l'élément de contrôle. Parce que nous, ce qu'on fait là, c'est de la théorie. Hein. Ah oui, voilà, c'est ce qu'on fait là. On fait que de la théorie. Là, on fait que citer les textes. Mais il y a un vrai point. Parce qu'on découvre des choses. Ces choses sont bien. Ces choses sont bonnes. En direct en plus. Oui, ces choses sont bien, elles sont bonnes. Mais les partis politiques même, eux-mêmes, qui sont les récipiendaires, n'en parlent pas souvent. Ça, c'est un fait, n'en parlent pas souvent pour savoir comment, s'ils reçoivent à temps, qu'est-ce qu'il en est fait du mécanisme. Et ceux aussi même qui représentent l'État, bizarrement, ne sont pas assez bavards là-dessus. Donc, nous, on va faire que... Ceux qui sont aussi censés être indépendants, qui doivent maintenant faire des comptes pour, en fait, mettre en lumière une... je vais dire... Oui, même peut-être même procéder d'avoir aussi... Moi, je vais indexer directement la Cour des comptes. Eux aussi. Parce que c'est cette cour-là, normalement, qui est censée recevoir les rapports de tous les partis politiques par la suite, maintenant communiquer ces rapports-là, faire un examen de ces rapports-là et dire ce qui va, parce qu'il y a un flou, il pose la question, est-ce qu'aujourd'hui les partis politiques ont perçu quelque chose? Moi je sais qu'à une époque, pas très lointaine, excuse-moi, le PDCI RDA s'en plaignait. Ah ben, en 2021, ils ont reçu 4,4 milliards, oui, en 2022, 4,379 milliards, mais en 2023-2024... on n'a pas d'informations. Pour répondre à la question depuis que Tcham est rentré dans l'affaire. Non, mais là, je crois qu'il y a eu un rappel. Il y a eu un rappel qui a fait l'objet d'une petite polémique. Pour répondre à la question. Quand ça? Quel rappel? Je ne suis pas au courant. Mais dans tous les cas... en 2025, non? Non, pas 2025. En 2024, il y a eu un petit versement pour le PDCI de 200 à 300 millions. C'est ce que je disais. Dans ce cas, c'est pas un à ce qui paraît de ce que j'ai pu voir. Mais sur combien? 200 à 300 millions de francs CFA au PDCI fin 2024 au dernier moment, vers la fin, on aurait le jour de l'an. On va mettre le pied dans sur une enveloppe qui aurait dû être de 1,2 milliard, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'État
doit des arriérés aux partis politiques, en tout cas au PDCI. Et ces arriérés, quand vont-ils être payés ? Donc, je veux dire par là qu'il ne faudrait pas non plus qu'on garde de cette émission l'image d'une Côte d'Ivoire bonne démocratie, saine démocratie. Pas du tout, c'est l'inverse. Elle ne paye pas. D'où le titre de l'émission, la vérité sur le financement des partis politiques. Deuxièmement, moi je pense que... Président, attendez, mais j'avais une question pour vous assez intéressante et après je vous donne la parole. Mais aujourd'hui, on va planter le débat. Est-ce que finalement cette loi n'est pas aussi une forme de pression sur les partis politiques en Côte d'Ivoire, parce que c'est l'État qui a la main dessus. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une confusion entre l'État et le parti qui est au pouvoir. Parce que finalement, ce n'est pas une forme de pression sur les partis politiques. Oui, on peut percevoir ça comme un élément de pression ou bien un outil de chantage, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Et Atoublan a évoqué un sujet très intéressant. Mais on sent les partis politiques très silencieux sur ce dossier. Il y a un pacte de non-agression dessus. On a l'impression que, en fait, même, c'est pas grave. Prêche, papa. On a l'impression que c'est pas grave. C'est nous qui en parlons. Cette histoire d'argent des partis politiques. Le PDCI en parle aussi. Hein. Oh, le PDCI, avec un président qui vient d'un autre monde, certainement, avec des mécanismes particuliers. Il a beaucoup duré en France ici. Donc, du coup, il vient les idées de France. Mais c'est important, président. Si on dit que c'est des milliards qui sont... Nous sommes tous d'accord que tous les partis politiques doivent bénéficier des financements publics de l'État parce que c'est l'argent des Ivoiriens. C'est tout à fait normal que les partis politiques soient financés, que les groupements, que les députés. Parce que ce n'est pas seulement les partis politiques, comme on l'a dit, hein, il y a les groupements parlementaires. Des députés indépendants peuvent être financés par l'argent public. Il ne faudrait pas qu'on voit que... C'est vrai que c'est la loi du financement des partis publics, mais à l'intérieur de cette loi, les représentants des Ivoiriens, que sont les députés, reçoivent des financements. S'ils se réunissent, les indépendants se réunissent en groupement parlementaire ou en groupe parlementaire, c'est possible. Bon, malheureusement, pour l'instant, nos députés sont dans d'autres schémas. Mais il faudra comprendre qu'une loi est impersonnelle. Elle peut, dans l'avenir, voilà. Donc, pour vous poser, ce n'est pas une forme de pression, il n'y a pas de... Si. C'est un outil. C'est ça le malheur de nos pays. Les lois, on les applique que lorsque ça nous arrange. Quand ça ne nous arrange pas, surtout qu'on est aux affaires, on ne les applique pas. Ça, c'est une réalité ivoirienne. Et c'est ce qui est en train de se passer concernant les financements des partis politiques. C'est vrai que les députés n'y vont pas pour de l'argent, mais les partis politiques ont besoin de cet argent pour se faire financer. Parce que c'est là où on va aboutir aujourd'hui à pourquoi ce type de loi, en fait, dans nos pays. On a besoin de... Elle est mauvaise, cette loi, par exemple, il faut la changer. Non, toute loi a vocation à être améliorée. Mais cette loi, lorsque Laurent Gbagbo, qui l'initie en Côte d'Ivoire, je crois, à partir de 2004, c'est parce que lui-même se rend compte que les financements publics des partis politiques, ou bien les financements des partis politiques qui se fait de façon opaque, non transparente, c'est dangereux. Pour la survie de la cohésion nationale, parce qu'un individu, soit, les questions de financement, blanchiment d'argent et autres, ok, mais quelqu'un qui a des desseins obscurs pour un pays peut financer un parti politique dans l'intention peut-être de faire même bas sur ce pays par des méthodes, je ne sais pas, illicites. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font qu'il faut que on mette cette loi, d'abord, pour voir qui sont ceux qui prétendent à diriger le pays. Est-ce qu'ils ont des relations de bonne aloi? Est-ce qu'ils ont un bon rapport avec l'argent? C'est tous ces éléments-là qui font que cette loi a sa nécessité. Et je vais plus loin pour dire tout simplement que on a raté quelque chose, et on est en train de rater quelque chose dans ce pays-là concernant le financement des partis politiques, financement public des partis politiques. C'est le fait de penser ou de laisser croire que, c'est ce que je disais tantôt, que c'est au bon vouloir du prince que on distribue l'argent. C'est là le danger. Et cet argent-là, il faudrait que les Ivoiriens sachent que c'est leur argent qu'ils donnent aux députés. Ce n'est pas une faveur. Pas forcément aux députés, hein.
Oui, Oui, aux élus. Sénateur comme député. Bon, le Sénat, demain, on doit enlever le Sénat. Non, on doit enlever le ils ne Sénat. seront pas contents, les Plus de sénateurs. la moitié, 2/3 du Sénat est nommé par le prince. S'il nomme le Sénat, donc c'est comme s'il avait il distribuait, il avait choisi de donner de l'argent à son parti politique. En fait, Norbert, sénateur. En fait, président dit un truc important. Il dit, en fait, il faudrait qu'on comprenne que ce n'est pas au bon vouloir du prince qu'on doit attribuer ces différents financements-là. Je suis d'accord, mais le problème est que ça devient au bon vouloir du prince parce que les partis d'opposition eux-mêmes, il n'y a pas de transparence. Donc, quand je suis dans le faux, il y a des choses que je ne peux pas revendiquer. C'est ça le problème. On a parlé tout à l'heure des comptes. Les partis politiques doivent publier leurs comptes. Est-ce que cette publication-là s'est faite? Mais si la publication s'est faite, moi j'aimerais que les différents partis nous disent oui, on a publié nos comptes, on les a envoyés à la Cour des comptes. Maintenant, on attend un retour de la Cour des comptes qui doit examiner. Qui doit examiner ces comptes-là et nous faire des retours. Si jamais il y a des lignes qu'ils ne comprennent pas, ils vont appeler les responsables, les personnes qui sont chargées de ces différentes subventions, donc de ces différents budgets-là. Et puis ces personnes-là vont s'expliquer. C'est comme ça, ça se fait. Et à partir de ce moment-là, non mais la subvention de l'année dernière, c'est comme ça. En fait, tu fais le bilan. Non mais on a dit ici en 2022, ils avaient... 2021-2022. Voilà, 2021-2022, ils ont reçu. Donc, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'ils ont publié les comptes? Est-ce qu'ils ont envoyé ces comptes-là à la Cour des comptes qui, après examen, maintenant, fait un retour? Et si jamais, oui, ils ont fait un retour, ils ont envoyé l'examen aussi au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au ministre de l'Intérieur, au ministre de l'Économie, au ministre des Finances. Et c'est à partir de là, maintenant, je crois, 2 mois après avoir envoyé ces comptes-là, c'est à partir de ce moment que 2 mois après, ils reçoivent maintenant le financement de l'année qui suit. Donc, si jamais ils n'ont pas fait déjà comment on appelle ça, ce processus, il est dit dans la loi que si jamais ils ne le font pas, la subvention est automatiquement supprimée. Oui, mais c'est intéressant ce que tu es en train de dire. Parce que, je précise que les chiffres de 2023-2024 ne sont pas encore connus parce qu'il y a un travail de consolidation. Ça ne dirait pas qu'ils n'ont pas encore reçu d'argent. Mais ce que moi je vais dire, je ne sais pas. Ce que je veux dire, on part du principe. Norbert, arrête de sourire. On part du principe où cet élément-là, sur le contrôle des comptes-là et la publication des comptes des partis politiques, c'est suite en fait à l'ordonnance d'accord de 2023. Oui, de mai 2023. Oui, l'ordonnance de mai 2023. Vous oubliez que c'est dans la lignée aussi de la proposition de loi de Yasmina Ouagnien. Oui, mais proposition de loi de Yasmina Ouagnien qui n'avait pas été entérinée. Non, elle a fait la proposition et ça passe là, le président a repris derrière. Mais est-ce qu'ils ont textuellement... Parce que là, la loi, là, en fait, l'ordonnance de 2023, je parle bien de l'ordonnance de 2023. L'ordonnance de 2023 exige. On ne demande pas en fait aux partis politiques, si vous le voulez, allez-y, donnez. Oui, justement. Non, j'ai dit exige. Oui. C'est une obligation. C'est pour cela que je dis. Donc, là même, ce n'est même plus du fait du bon vouloir des partis politiques. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les partis politiques perçoivent des subventions et ils n'appliquent pas, d'accord, cette ordonnance, ils sont contre même la loi. Justement, donc déjà la subvention est coupée dans un premier temps et par la suite maintenant normalement il peut être poursuivi. Mais oui, donc est-ce que toi tu sous-entends, mon cher Jean-Yves, que les partis politiques là, ils ne respectent pas la loi là? C'est parce que tous les partis politiques, le RHDP, tous, personne n'a respecté. C'est pour cela. Moi, les mains de Gueye, je suis devant face de M. Jean-Paul. Je ne vais pas parler. En fait, finalement, comme on vous écoute, quand je vous écoute, c'est très intéressant. C'est-à-dire, il y a un jeu de dupes. Voilà. Sur cette question de financement des partis politiques. C'est pour ça que personne n'a un jeu de dupes. Il y a un jeu de dupes. Mais oui, il y a un jeu de dupes. Parce que vous avez dit ici qu'on en parle. C'est nous qui en parlons sur ce plateau parce que c'est l'un des intérêts de la campagne sur de l'argent. Mais si personne n'en parle, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? Personne n'en parle, tout le monde est dans le faux. Donc, c'est comme si, en fait, un voleur qu'on vole, le voleur qu'on vole, il ne peut pas aller se plaindre. Bien sûr. Parce que s'il se plaint, ils vont lui dire, mais... Est-ce que je peux changer de place avec Jean-Yves? Non, cette place n'est pas bonne, Jean-Yves. Non, pas du tout. C'est la place pastorale. C'est son diacre. Là, il est content. Évidemment. Donc, j'ai récupéré un albora. Bon, déjà, il y a un point de départ. En Côte d'Ivoire, c'est 2004. Voilà, on va prendre une loi pour financer les partis politiques. Cela veut bien dire qu'avant, il n'y avait pas de loi. Ça, c'est vrai. Bon, je souligne au passage qu'à l'époque, le président s'appelait Laurent Gbagbo et il considérait, en bon démocrate qu'il est toujours,
que la démocratie doit être financée, et il prend une loi. Avant, c'était la jungle. Chacun faisait ce qu'il voulait. C'est-à-dire celui qui avait le plus d'argent, ou avec les moyens du bord, faisait de la politique. Bien, ok. Ça, je tenais à le souligner. Mais bon, les Français ne sont pas mieux placés, hein, parce que les lois de financement de la vie politique française ont été prises à la suite de scandales de ce genre-là. Des directeurs financiers de partis politiques ont été condamnés à droite comme à gauche, parce qu'ils allaient chercher de l'argent avec des pompes à finances, et que tout ça était pénal. Bon. Donc des lois. Alors, l'État est censé verser des subventions aux partis en fonction de tout ce que vous avez dit, je n'y reviens pas. Bien, on a déjà souligné que l'État ne remplit pas ses obligations, en l'occurrence en Côte d'Ivoire. Bien, ce n'est pas le seul pays non plus, mais enfin, c'est un cas. Et donc, les arriérés s'accumulent. Et puis ensuite, il y a les partis qui reçoivent cet argent public et qui le dépensent. Et c'est là où aussi il se passe des choses bizarres. Et là encore, en France, on n'est pas bien placé pour donner des leçons. On a vu par exemple l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, définitivement condamné dans l'affaire Big Malion, qui est une affaire de financement de la campagne électorale. C'est-à-dire qu'il faut aussi limiter les dépenses pour que tout le monde parte sur un pied d'égalité. Et lui, il n'avait pas respecté ses obligations. Il a dépensé plus que prévu, avec de l'argent qui venait d'on ne sait où. Et donc, on ne s'en sort pas. Alors, est-ce que c'est le cas en Côte d'Ivoire? Moi, je vous donne, par exemple, imaginons, je dis n'importe quoi, un candidat lors d'une élection présidentielle qui se déplace avec un Falcon 8X pour aller sur ses meetings. Est-ce que ça fait partie du budget de financement de la campagne ou pas? Sachant que l'avion en question est facturé 2 heures de vol par jour, qu'il vole ou qu'il ne vole pas. Est-ce qu'il y a une égalité de traitement face aux autres candidats qui n'ont pas les moyens, qui se déplacent à mobilette dans les ornières pour aller d'un meeting à l'autre? Guillaume Bateau, par exemple. Guillaume Bateau ou Herman Aboa. Est-ce que... Non, mais en fait, c'est intéressant parce que... Allez-y, terminez, Norbert. Ouais, plus généralement, est-ce qu'on veut de la démocratie ou pas? Si on veut de la démocratie, pour faire de la politique, il faut de l'argent, donc il faut la financer, cette démocratie. Mais il y a des gens qui vont vous dire, mais on peut très bien... quel est le but? Le but, c'est le développement. Hein, c'est gagner de l'argent. C'est développer, c'est-à-dire créer de la richesse. Mais il y a des gens qui peuvent vous démontrer par A plus B qu'on peut avoir le développement sans la démocratie. Exemple historique célèbre, le Chili du général Pinochet. Il y avait le développement, il y avait des taux de croissance très importants, et il n'y avait pas de démocratie. Et ces gens-là, je n'ai pas dit qu'il y en avait en Côte d'Ivoire, mais enfin, quand je constate qu'on met en avant les taux de croissance, qu'on met en avant des préoccupations sécuritaires pour maintenir sa candidature à un 4e mandat anticonstitutionnel, je me dis, est-ce qu'on est vraiment soucieux de la démocratie? Et ça m'amène à poser une dernière question, parce qu'on est déjà pris par le temps. Ah bon? Ben oui, on est à 42 minutes, on a fait beaucoup de théories, j'espère que les téléspectateurs ont été enrichis. Mais finalement, est-ce que, encore une fois, depuis cette loi de financement des partis politiques ne joue pas plutôt en faveur d'un déséquilibre démocratique, messieurs? Comment rectifier le tir? Je pense que c'est un peu ce qu'il faut se poser. Non, on ne peut pas parler de déséquilibre démocratique. D'abord, chez nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on a un vrai problème d'élan de la démocratie. On a des institutions, je dirais, démocratiques, si je peux permettre l'expression. Par exemple, pourquoi je pose cette question? Parce que regardez, Assali Tchemoko, il avait fait un poste pour dire on n'a pas d'argent pour pouvoir nous financer, donnez-nous 5 000, 10 000, 15 000. Ce sont des gens pourtant qui sont, qui incarnent un peu le renouveau chez certains Ivoiriens. C'est quand on voit un peu ce déséquilibre, parce que je m'inspire de la réflexion de Norbert, c'est finalement, si demain vous voulez être président, est-ce que vous avez les moyens? C'est ça aussi la question de la démocratie. Voilà pourquoi je dis notre démocratie n'a pas d'élan, parce que si elle avait un élan, elle aurait permis à ce que toutes les structures, tous les mécanismes de financement, c'est-à-dire d'argent, puissent participer à la démocratie. Un parti politique peut aller à la banque
dans certains pays où il y a la démocratie, ils voient la banque et puis ils prennent crédit. Non, justement, pardon, je t'interromps. François Bayrou, c'était son cheval de bataille, il voulait qu'on crée une banque de la démocratie. Parce qu'on a vu des partis, comme par exemple le Rassemblement national de Marine Le Pen, aller emprunter de l'argent en Russie et se le voir reprocher par la suite. Donc ce problème est très compliqué. Ça peut être une option en Côte d'Ivoire aussi. Donc c'est possible, mais c'est justement parce que, comme on l'a évoqué ici, les institutions bancaires financières ne font pas confiance aux partis politiques qui sont elles-mêmes. C'est vrai parce qu'on n'entend pas, c'est parce qu'il y a l'argent public qui rentre dedans qu'on demande à ce qu'on rende compte de l'utilisation de cet argent public. Sinon, les partis politiques sont des organisations privées. Donc, tu n'as pas à mettre ta bouche dans mon affaire. Mais comme j'ai mis mon argent dans ton affaire, voilà pourquoi il te dit, rends-moi compte de l'argent des Ivoiriens que je t'ai donné. Comment tu l'as utilisé? Tu ne l'as pas utilisé pour payer la nuit de noces du président de ton parti à Dubaï ou, je sais pas, aux Seychelles. Voilà, ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour ça. Je dis non, tu rembourses. Ou bien je défalque ça de la prochaine enveloppe qui t'est allouée. Donc, il y a cette question-là. Et puis, comme je disais, pour revenir sur la question des banques, il faudra qu'on arrive à créer un climat de confiance, de sorte qu'on sache qu'un banquier, moi, imaginons le PDCI vient me voir, je suis banquier, je peux leur donner un crédit parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore reçu l'argent sur l'année 2025. Bon, on a besoin de 2 à 3 milliards parce que je sais que avec l'État en garant. L'appareil fait les financements publics c'est une garantie. Leur argent, ils vont recevoir ça tôt ou tard. Je peux leur accorder le crédit. C'est possible. Donc, ça, il faudrait que au-delà du fait qu'on vote à chaque élection, il y a ceci, il y a cela, il y a petit par là, on va sur les réseaux, on va sur les plateaux de télé. Bon, si ce n'était que ça, c'est tant mieux. Mais aujourd'hui, notre démocratie, de temps en temps, on se machette, on se tue. Ça, c'est dangereux. Voilà pourquoi les organismes qui donnent l'argent, ce n'est pas l'État seulement qui donne l'argent. 8 000 milliards, c'est quoi? 8 milliards, c'est quoi? Le PDCI seul, on l'a dit ici, ils prennent 4 milliards. Le train de vie du PDCI ici, c'est limite au financement public, c'est 4 milliards par an. Donc c'est quasiment la moitié. Sachant que les élus aussi cotisent. Hein, bah oui, donc 8 milliards à distribuer à l'année aux partis politiques pour leur fonctionnement. Mais maintenant, il faut qu'on voit, ils prennent ça pour faire quoi? C'est pour payer les Falcons X de leur patron? C'est pour payer quoi? Les courses à chez Hermès des épouses des patrons? C'est tout ça qu'il faut qu'on regarde. En fait, c'est cela. Et cela va conforter de plus en plus la confiance démocratique. Merci, Président. Jean-Yves, il faut qu'on tourne, ça va tourner pour terminer. Oui, moi je pense qu'il y a effectivement un déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans le sens où lorsqu'on n'a pas par exemple, la question du plafonnement, ça aussi c'est une question qui doit être peut-être abordée dans les prochaines réformes. Il faudrait qu'on plafonne tout ce qui est comme, je vais dire, moyen qu'on injecte dans les campagnes électorales. Comme on a pris le cas du président Alassane Ouattara, qui, lors des campagnes, il a pris le Falcon X, qui était à hauteur de combien? Pendant ce temps, on avait des candidats aussi à cette même élection-là qui n'avaient même pas des moyens pour se rendre dans certaines régions du pays. Et donc, ça biaise, je veux dire, ça biaise déjà dans l'entendement, voilà, ça biaise le débat, dans l'entendement de l'électeur. Il s'est dit, mais celui même que moi je dois élire en tant que président, moi, on a un qui vient en Falcon X, l'autre même, il n'arrive même pas à venir ici, et puis moi, de voter qui? Tu vois. Donc, il veut dire que lorsqu'on va mettre cette question du plafonnement-là sur la table et qu'ils vont statuer là-dessus, ça va remettre en fait, on va remettre au centre la question même, c'est-à-dire du projet politique. Par exemple, on dit 500 millions, je prends un exemple, 500 millions, on ne va pas au-delà de 500 millions pour ces campagnes-là. Et là, maintenant, on verra maintenant qui sait convaincre de par ses idées. Voilà. Sinon, aujourd'hui, là, on convainc par autre chose. Donc, je vais dire la question du genre... Je vous taquine un peu. Même si on plafonne à 500 millions, il faut avoir même en dessous de 500 millions même pour pouvoir faire une campagne équipée. Donc, voilà. De même niveau. Bon. J'ai plus juste... C'est une bonne idée, oui. 500 millions. Donc, ça c'est pour un truc. Et en fait, pour l'autre aussi, voilà, on a des députés, comme à Salé Tchimoko, on a des députés indépendants. Mais ces députés-là, est-ce parce qu'ils sont indépendants ou bien parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir un groupement parlementaire, ils ne doivent pas bénéficier de ces subventions-là? Voilà. Donc, je vais dire qu'il y a des révisions qui doivent se faire. Trouver un mécanisme pour pouvoir satisfaire tout le monde. Et puis, en troisième position, il faut aussi exiger. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a la Cour des comptes, il y a des institutions qui sont
chargés, bon, qui font les gendarmes, qui essaient de contrôler mais ces institutions-là même là. Aujourd'hui, moi, j'ai pas eu de retour. Franchement, j'ai cherché. La Cour des comptes, les rapports qu'ils ont reçus des différents partis, je n'ai rien eu. Les différents partis aussi ne parlent pas de ça. Donc, vous n'avez pas donné le rapport, vous demandez l'argent, je ne sais pas. Donc, tout est mélangé et c'est dans cette confusion-là qu'ils avançaient. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le parti au pouvoir se permet ce genre de choses-là parce que c'est dans les foufous, on t'a donné l'argent. Non, le jeu en bloc là. Si tu dis tu n'es pas d'accord. Ça me rappelle une polémique. On te fait comprendre que c'est parce FPI à Finguessan. On te fait comprendre que c'est parce que tu n'as pas rempli les conditions pour. Mais ces conditions-là, tous les partis politiques, même les RADP, même là, je pense qu'ils sont dedans. Maintenant, s'ils disent qu'ils ne sont pas dedans là, publier les comptes, nous tous on va voir, on va dire ok, effectivement, vous avez vos comptes de publier. Donc vous pouvez. Et puis, j'aimerais juste rajouter 5 secondes, excuse-moi. Ce financement-là, comme il a dit, doit être équitable, de sorte que toutes les sensibilités politiques, ou qu'elles soient même de la société civile, pour parler des indépendants qui sont présents à l'Assemblée nationale, doivent percevoir de l'argent public de l'État. C'est super important parce que c'est l'argent public. Parce que ceux-là, si on ne le fait pas, ils ne sont pas à l'abri des financements d'un lobbyiste. On connaît les lobbies qui sont très puissants, le lobby d'un certain nombre de produits, et puis pousser des députés à aller voter des lois ou à proposer des lois qui ne sont pas forcément en accord avec la culture. Je pense vraiment que c'est l'angle mort de ce que vous avez présenté. C'est l'absence de traçabilité, de transparence. Ouais. Traçabilité surtout, Président. Traçabilité. Hein. Franchement, je pense que c'est l'angle mort de pour terminer rapidement, je pense qu'aussi aujourd'hui, pour apporter les subventions aux différents partis, on se base sur les députés et les sénateurs. Pour moi, on doit élargir peut-être aux élus, aux choses, on appelle ça comment, aux maires, aux présidents des régions. Voilà, pour que tout soit dans cette, soit pris dans. Après, comme c'est des élections plus nationales, je pense. Voilà, c'est on peut pas prendre l'argent de quelqu'un de Bondoukou pour venir financer quelqu'un d'Alipé. Non, mais en fait, oui, mais moi je pense qu'on peut trouver un mécanisme, pour voir que ces derniers-là dedans. Bon, oui, allez-y, il y a la revue de presse, pas si vous voulez pas la revue de presse. Juste un mot quand même et puis une réflexion que je vous soumets, parce que vous connaissez le sujet beaucoup mieux que moi. Un mot, la vie politique africaine, pendant des dizaines d'années, a en grande partie, de manière clandestine, subventionné la vie politique française. Je ne voudrais pas que... On vous invite à relire le livre de M. Bourgi. Exactement, ce qui est quand même assez paradoxal, quoi. Avant Bourgi, il y a eu Pierre Péan, les valises de la République. Voilà, donc ça. Et puis une réflexion, moi je voulais vous demander à vous quatre, est-ce que vous pensez que ça se passe de la même manière en Afrique anglophone ? Ah, merci. Ça, je veux bien vous donner la parole pour vos propositions, mais il y a la revue de presse. Allons-y pour la revue de presse. Merci quand même pour le travail que vous avez fait. Et puis, je voulais dire merci aussi à tous les camarades. Hein. Merci au président Roux pour les questions, parce que les questions ont permis de pouvoir en fait relever certains points. Merci à Jean-Yves pour sa contribution, également Norbert. Et puis, merci Carly pour l'opportunité qui a été faite. En tout cas. Voilà, donc ça montre que la mode à Carly, ce n'est pas que du bavardage. Revue de presse, envoyez la une. Alors bon. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut zoomer que les candidats... On a le dernier, les candidats PDCI attaquent le terrain. Jean-Yves, commentaire. On a dit dessus. C'est dans le temps. Non, dans le temps, peut-être juste un coucou au PDCI. Un candidat particulier ? À Bangolo. Oui. Nous saluons le candidat de Bangolo, l'honorable Simondo. Bon. Sans porter la tête au principe de neutralité de l'émission. Non, mais je pense que les populations de Bangolo vont lui... renouveler la confiance. Bah oui. C'est pas facile. Hein. Et je pense que oui, c'est pas facile, mais je pense qu'ils doivent. Bon. Pour que la démocratie puisse avancer. L'appel des Bangolo des Jean-Yves. Prochaine une. On peut me garder un split, hein, s'il vous plaît. Merci. On peut zoomer. Ah oui, ça c'est Lida Kwasi. Lida Kwasi, est-ce qu'il paraît qu'il a été transféré. Vous avez des infos, Norbert, pour nous ? Non. À Bouna, non ? Réaction, président ? Pour moi, la prison de Bouna, c'est une prison
qui est assez particulière. J'ai eu à parler avec quelques anciens détenus à la prison de Bouna après la crise post-électorale. Il paraît que quelquefois les nuits sont partagées avec quelques serpents et des scorpions. Ce n'est pas une prison qui est hermétique au sens hermétique du terme. Donc j'imagine que les conditions de détention là-bas ne sont pas du tout, je dirais, humaines. Mais bon. On reviendra sur ce sujet dans les prochaines émissions. Pour le moment, on n'a pas plus de détails. Mais j'aimerais profiter, comme on parle de Bouna, pour saluer, j'ai un candidat indépendant à Karakoro, dans la région du Poro. Il salue mon frère Bébitia Ouattara et puis profiter aussi pour saluer du côté de Kani, dans le Woroba. Le petit Yaya Meïté APE. On dirait président même à toi-même, tu es dans le truc là-bas. Remettez la une. Tout s'explique sur ce plateau. Vraiment. Prochaine une, s'il vous plaît. On a encore du temps, on peut commenter. Le temps nous parle de quoi? À l'IPLO, oui, l'IPLO déploie son dispositif d'urgence INSAN. L'ILPO, c'est quoi l'ILPO? L'ILPO, c'est l'initiative pour la libération des prisonniers. Vous qui êtes attaché à cette question. Écoutez, je n'ai pas véritablement lu l'article et je vois celui qui est là, c'est l'ambassadeur Aka, non? Non. Oui, c'est Emmanuel Aka. Oui, c'est Emmanuel Aka, directeur de cabinet. C'est Mme Odette Soya à côté? Probablement. Oui. Ouais, d'accord, ok. Bon, écoutez, le dispositif d'urgence en question, je ne l'ai pas lu. Les choses s'accélèrent. Oui, je n'ai pas. Franchement, je n'ai pas vraiment. C'est pas un coup de pédalo. Je n'ai pas vraiment connaissance, en fait, véritablement, en fait, de ce qui a été déployé comme dispositif en dehors du discours du président Laurent Gbagbo. Donc, j'attends de voir les choses. Moi, j'ai un commentaire. J'attends de voir les choses. Moi, cette initiative, donc, qui est maintenant pilotée par Emmanuel Auguste Aka, plus la lettre de Laurent Gbagbo le 8 décembre au matin, avec la référence à la Cour pénale internationale, sur le plan politique et de la communication politique, je voulais souligner qu'à mon point de vue, c'était un coup de maître. Bien. C'est ce que j'ai dit sur ce plateau ici le 8 décembre, quand cette lettre est sortie, j'ai dit que c'était purement de la communication politique. Sinon, sur la question de la libération des prisonniers politiques, je l'ai encore dit sur ce plateau, on ne peut pas c'est-à-dire qu'on ne peut pas, j'ai dit, ce quatrième mandat-là, les autorités qui seront à la tête de ce quatrième mandat, je ne les reconnais pas. Et puis, entreprendre une initiative pour la libération de ceux-là, si ce n'est que ça va se faire dans la discussion, dans la négociation avec le parti au pouvoir, ce sera à l'issue d'un dialogue politique, d'une concertation politique avec le gouvernement, que j'espère que ces prisonniers seront libérés. Mais malheureusement, ce quatrième mandat-là, comme le PPAC ne le reconnaît pas, je ne sais pas avec qui ils vont discuter pour se libérer. Parce que attendons de voir comment ça va se passer. Prochaine une. L'intelligent d'Abidjan, Fally Ipupa face à la justice. Non, respectez le président. Non, c'est Norbert. C'est pas possible. Non, président, allez-y. Commentaire sur votre une. C'est pas possible. C'est quoi? Revenez à votre split, s'il vous plaît. C'est quoi qui n'est pas possible? Jusque-là, tout se passait bien. C'est quoi qui n'est pas possible? Voilà des gens. Pourquoi vous avez choisi aujourd'hui? Non, début de la campagne législative. Je n'ai pas participé à la conférence de rédaction, mais je l'ai dit ici chaque fois. Quand on a parlé de l'affaire Imra contre David Monceau, vous savez, les gens pensent que la vie des Ivoiriens, là, matin, ils se réveillent politique, à midi, ils mangent politique, le soir, non. Permettez aux Ivoiriens de déstresser. Oui, Fally Ipupa à des gens qui mangent. Déstresser. Permettez ça. Et puis un journal, c'est aussi cela, c'est vendre du papier. Si Fally Ipupa peut nous permettre de vendre du papier, on va mettre Fally Ipupa. Mais je connais des méthodes qui permettent de vendre encore plus. Mais vas-y, il faut mettre Tidiane Thiam à la une du nouveau réveil, ça va combien de papiers? Laurent Gbagbo. Mettre Tidiane Thiam à la une. Gbagbo, tous les jours, ça fait vendre. C'est abusé. Tout le temps politique. C'est de l'information. Si tu ne sais pas, c'est de l'information. C'est complètement de l'information. Mais moi, ce que je déplore, c'est que le débat commence à la fin. Non, mais franchement, alors... Moi, je pense, président, je pense qu'il faut inviter Norbert à votre prochaine conférence de rédaction.
Non, ça ne nous dérangera pas. Nous avions à un moment, à l'intelligence d'Abidjan, initié une sorte de... Mais c'est bien, moi je pense que c'est très transversal. On parle tous les mois, une personnalité de la société politique, civile ou économique venait participer à la conférence de rédaction où il décidait de quel élément pouvait faire la 1 et 2. Nous l'avons fait à l'intelligence d'Abidjan. Nous l'avons fait à l'intelligence d'Abidjan pendant ces... Tokos. Prochaine... Carly, juste on un passe mot. à la prochaine. Non, l'autre, ça c'est bon. On a fait tous les genoux bleus. Prochaine. Ah bah enfin lui, QBF met des candidats face à l'histoire. Commentaire ou on passe à autre chose? En fait, s'il parle de QBF, je pense que ne pouvez pas aller à Abidjan. Suivant. Un homme tente de donner la mort. Ça, en fait d'année là, mon cher. Suivant. Ah, Zoomé, c'est ça. Le sport. Ah ben voilà. Après les rapports. C'est pas l'intelligence. Heureusement, maintenant, c'est pas l'intelligence. Non, mais faut dire. La 4e étoile, président, on y va, on prend la 4e étoile. Oui, parce qu'il il est addict à la politique. Il faut te soigner. L'addiction est une maladie. L'addiction est une maladie. On va déstresser. On termine. Je suis addict à la démocratie. On termine en beauté, monsieur. Président, on prend la 4e étoile, vous croyez? Oui, on part pour la 4e étoile. Non, mais ça c'est clair. Avec tous ces joueurs qu'on a là, il est clair qu'on part pour la 4e étoile et pourquoi pas pour la 5e étoile. Ce qui m'énerve dans ce truc-là, on n'a pas joué le match, rejoué le match Côte d'Ivoire, Guinée, Équatoriale, c'est ça qui m'énerve. Sinon. Moi non, je sais pas. On n'est pas très fou. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas parce que l'effectif, en fait, l'effectif m'inspire pas grand confiance. Et j'attends de voir. Quoi ça? Avec Amad Diallo, il y a un problème sur la cartographie. Non, franchement, parce électorale. Non, ça n'a rien à voir parce que j'aime bien le football, mais l'effectif que l'on a n'aura même pas le temps de faire un match, d'accord, préparatif aux dernières nouvelles. Ils sont. Oui, ça, je suis d'accord. Oui, aux dernières nouvelles, ils sont dans un environnement qui est plus propice au Maroc, hein, d'accord. Ils sont au niveau de Marbella. Ça, c'est déjà bien, mais ils vont arriver au Maroc. Faut voir parce que c'est flou. Non, mais pour terminer. Oui, le foot, c'est l'opium du peuple, et notamment en Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux rappeler un fait historique? En 2014, l'audience de confirmation des charges de la Cour pénale internationale contre l'accusé Laurent Gbagbo a été annoncée 2 heures avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. 2 heures avant. Et ce n'est pas un hasard. Et là, on va se gaver de foot. Il y a une opération politique qui s'appelle des élections législatives le 27 décembre. Et puis, hop, vite, on va parler foot. Ne comptez pas sur moi. Bon. Non. Merci beaucoup. Vas-y, bonne soirée.